Et on va passer à la preview suivante qui concerne les Celtics. Je crois qu'en plus on a quelques fans Celt dans le chat. En tout cas tout à l'heure, Titouan il me semble était là, il me semblait bien intéressé pour récupérer Damien Lillard potentiellement dans le Massachusetts pour ne pas être fan d'Aces. Je vais faire certainement la petite transition si j'ai tout bien préparé que je puisse regarder ça. Je fais bien puisque j'avais manqué ça. Et on va faire la transition par rapport aux Boston Celtics. Je suis chaud, nous dit Titouan. Voilà, je ne me suis pas trompé. Bien sûr, n'hésite pas dans le chat à complémenter ce qu'on pourrait avoir à dire sur la franchise des Celtes. N'hésite pas à donner ton avis et puis à nous corriger si besoin est. C'est aussi ça l'intérêt d'être en live et on vous invite tous, pour ceux qui regarderaient la preview en rediffusion sur YouTube, à venir nous voir sur Twitch tous les midis entre midi et 2 pour venir participer aux previews restantes demain vendredi mais aussi lundi et mardi prochain. Voilà, cette pub étant faite, on va pouvoir enfin rentrer dans le sujet. Les Boston Celtics qui, comme tu disais Vincent tout à l'heure, en parlant des franchises les plus touchées par le Covid, c'est la franchise qui a été le plus touchée par le Covid avec énormément d'absence tout au long de la saison. On pense notamment au coup d'arrêt qu'ils ont pu subir après l'arrêt de Jason Tatum par rapport à ce Covid, alors qu'ils étaient vraiment sur une excellente dynamique. Alors je me souviens plus exactement du nombre de matchs et de victoires, mais c'était de l'ordre de 80% de win à ce moment-là. Alors on était au début de la saison, néanmoins, ça a vraiment mis un coup d'arrêt à ces Celtics. Et puis il y en a eu d'autres, vraiment tout au long de la saison, des blessures pour ces Celts. Et puis on pense aussi à une greffe de Kemba Walker qui n'a pas pris, loin du niveau qui faisait son attrait. Le meneur de jeu a subi des blessures au genou, n'a jamais su rentrer véritablement en rythme et en phase avec cette équipe. Et globalement, on a senti que c'était vraiment les circonstances de trop peut-être pour ces Celts qui montrait un visage avec moins d'envie, moins d'effort, moins de circulation du ballon, un jeu peut-être plus centré sur Jason Tatum et son isolation extrêmement efficace, certes, mais qui du coup a du mal à impliquer les autres. On le verra tout à l'heure, c'est potentiellement une évolution pour l'ailier des Celtics. Une équipe qui donc affichait des moyennes statistiques moyennes, c'est le cas de le dire, dans énormément de domaines. 11e meilleure attaque de la ligue, 16e meilleure défense, 19e à l'adresse globale au tir, 15e au nombre total de rebonds, 25e par contre au nombre d'assists. Je vous parlais d'un manque de circulation de balles, c'est pas moi qui l'invente. Et donc une franchise qui peut-être en plus de tout cela, donnait l'impression d'arriver en fin de cycle. Et on va le voir, en tout cas c'est ce qui semble ressortir de ce changement, de plein de changements qui ont eu lieu en début de cet été, puisque Danny Ainge partait du front office, un move quand même extrêmement important, puisque celui-ci était en place depuis X saisons maintenant, X années maintenant, c'est quand même pas rien, un tel changement dans le front office. Et c'est Brad Stevens, coach de l'équipe, qui prenait sa place, un changement qui en a surpris plus d'un, je le pense, qui de son aveu lui-même disait qu'il était peut-être un petit peu fatigué et qu'il n'était plus vraiment dans cette dynamique de coach et qu'il était prêt à vraiment changer de challenge, qu'il n'était plus vraiment dans cette optique-là de coacher l'équipe et qui choisissait comme remplaçant Ime Udoka, qui sera donc une première expérience de coaching, de head coaching pour lui, puisque c'était jusque-là, il était notamment reconnu pour être assistant coach de Greg Popovich à Team USA et entretenir de bons rapports, notamment avec Jaylen Brown, Jason Tatum, qui sont les deux joueurs principaux de ces Seas. Beaucoup de choses à dire également du côté des départs et des arrivées, avec beaucoup de mouvements, même si on le verra, ils ont peut-être moins d'importance que celui du coaching staff. Ça va me permettre de vous montrer ce in and out. Si je vais dans le bon onglet, excusez-moi. Voilà, c'est fait. Du coup,
Les départs, les arrivées. Alors, pas dans l'ordre, et puis pas forcément toutes. Il y en a quelques-unes que j'ai omis parce que je les trouve potentiellement moins intéressantes. Néanmoins, les départs de Kemba Walker, d'Evan Fournier, de Tristan Thompson, de Semi Ojeley, de Carson Edwards, de Taco Fall. Les arrivées d'Al Ford, de Dennis Schroeder, d'Enes Kanter, de Josh Richardson, de Juancho Hernan Gomez et de Bruno Fernando. On peut peut-être commencer à parler surtout du changement de coach Ime Udoka. Peut-être de profiter de Titouan qui est là dans le chat, qui nous disait juste avant qu'on commence la preview qu'il n'a pas entendu 1 heure à vous entendre débattre de la conférence spectacle pour rien. Alors ça place des pics comme ça. La conférence spectacle, c'est un petit peu facile, monsieur. Place à la conférence basket, voilà, ce qu'il ne faut pas entendre. C'est là qu'on voit que voilà, les fans de la conférence Est ont pété un câble, mais on leur en veut pas. Il faut bien qu'ils aient ça pour eux. Pendant si longtemps, ils ont été raillés. On ne leur en veut pas de se venger un peu. On va peut-être profiter de ta présence dans le chat, Titouan, pour nous dire ce que tu penses de cette arrivée d'Ime Udoka et de ce que peut-être tu peux espérer de ce changement en termes de coaching staff. Je parlais tout à l'heure de peut-être l'arrivée au bout d'un cycle. C'est vrai que dans les points régulièrement cités, dans les points négatifs régulièrement cités autour de l'équipe, on parlait pas mal de l'inconstance de ces Celtics, peut-être du manque d'effort parfois sur certains matchs. Peut-être qu'effectivement le changement de coach peut amener ça. Ensuite, sur les signatures vraiment des joueurs, il y a des choses peut-être à noter. Je pense notamment à Al Horford, qui quittait les Celtics il y a de ça quelques saisons et qui revient du coup au Bercail, avec quelques années en plus, certes, mais on se souvient à quel point il avait pu apporter à ces Celtics, notamment défensivement en playoff. C'est peut-être le point où j'attends qu'il régresse par rapport à ces saisons précédentes. Est-ce que, messieurs, je repasse sur vous, Greg, Vincent, est-ce que parmi ces ajouts, ces arrivées, ces départs, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent intéressantes à noter en plus d'Al Horford? Vincent, tu as vu Jason Richardson évoluer la saison passée chez les Mavs. Et on le voit là dans la preview potentiellement starter à l'arrière. Est-ce que ça va être réellement intéressant pour les Celtics? Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant dans ces arrivées pour ces Celtics? Alors déjà, je tiens simplement à faire signaler que c'est pas très gentil de me rappeler que Josh Richardson a joué à Dallas l'année dernière et que mon petit cœur saigne encore parce qu'on a échangé Seth Curry et son excellent contrat pour le faire venir et autant vous dire que c'était pas l'affaire du siècle. Je sais pas si. Alors effectivement, il y a des arrivées dans l'effectif qui sont sur le papier qui peuvent permettre d'être intéressantes. Je saurais pas exactement me positionner là-dessus. Je pense qu'il faudrait attendre la réalité du terrain et voir un petit peu effectivement comment Udoka va faire jouer tout ce beau monde. Par contre, moi, si je peux juste ajouter un bémol je sais pas si tu peux remettre le 5 majeur à l'écran. Si je peux juste ajouter peut-être un bémol, c'est sur le backcourt. Alors non pas que je veuille absolument m'acharner sur ce pauvre Josh Richardson. Mais c'est un backcourt qui défensivement est très prometteur. Je trouve que c'est un backcourt anti-Portland. Parce que Portland, ils ont un backcourt, si on part sur Lillard McCollum, qui est offensivement incroyable et défensivement, ce sont des passoires. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Marcus Smart, Josh Richardson défensivement, c'est peut-être l'un des meilleurs backcourts de la ligue. Par contre, moi, ça me pose des questions en matière de création. Alors, Smart a fait des progrès pour la, je parle toujours sous le contrôle de Titouan, j'ai pas envie qu'il me poursuive avec une fourche, évidemment. Smart a fait des progrès à la création pour les autres, plus de passes décisives, avec moins de pertes de balles et un usage du ballon similaire. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Richardson n'est pas véritablement un créateur, mais là où j'ai peut-être des interrogations, c'est offensivement. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Offensivement, ni Smart ni Richardson sont des véritables menaces. Alors Richardson était capable de marquer des points lors de cette dernière saison à Miami, mais ça fait maintenant 3 ans. Et voilà,
et si il y a 2 joueurs sur le terrain qui ne constituent pas de véritables menaces offensives, sachant que Al Horford, n'est plus le Al Horford d'il y a quelques années et c'est pareil, son rôle offensif n'est peut-être plus celui qu'il pouvait être, bah, ça va peut-être réduire les espaces pour, Tatum et Brown, non? Greg, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que je peux y aller si Ouais, tu veux? ouais, bah, je peux juste rajouter un petit point par rapport à ça, juste rebondir rapidement. C'est vrai que tu es dans une situation vraiment anti-Portland pour le coup. Moi, je préfère. Je pense que c'est préférable d'avoir des joueurs à cacher offensivement que défensivement. Parce dans les deux cas, en playoff, tu as du mal à compenser. Mais c'est plus facile, mine de rien, de compenser du talent offensif. Surtout quand tu sais que bah, tu as quand même Jaylen Brown et Jason Tatum qui offensivement sont devenus des machines à scorer. Alors du coup, oui, arriver en playoff, quand ça se resserre, c'est plus compliqué pour eux. On n'est pas à l'abri, cependant que Josh Richardson retrouve son niveau dans un contexte, un cadre un peu plus sain pour lui, de travail où il est mieux entouré, mieux servi peut-être, je sais pas. On n'est pas à l'abri de ça. Mais sur le papier, oui, ça fait peur. Ça peut faire peur offensivement, surtout quand on sait qu'on a énormément reproché à Jason Tatum bah, sa surutilisation du jeu en ISO, qui plus est ne finit que sur des tirs de sa part, mais parce qu'il a pas réellement le choix. Donc t'as pas réglé ton problème offensif dans ce sens-là, mais tu peux travailler dessus et tu pars pas, t'es pas obligé de partir défaitiste, quoi. L'arrivée d'Udoka est très attendue côté Celtics fans, notamment sur le côté défensif collectif et implication. C'était pour ma question de tout à l'heure que Titouan répondait là-dessus. Et puis, sur tout ce que vous soulevez, les amis, on a une belle discussion dans le chat. Et donc, du coup, j'en profite pour la donner à l'oral pour nos amis qui nous écouteraient un petit peu sous forme de podcast. Smart a quand même énormément progressé offensivement au shoot en particulier, mais je suis d'accord sur le manque de spacing avec ce 5. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Vincent, il te répond. C'est pour ça que je milite pour un Nesmith ou Pritchard dans le 5 aux côtés des 4 autres à la place de Richardson. Alors, je vais remontrer un petit peu le 5 majeur. Moi, je pense qu'il y a effectivement, ça c'est pour ma réponse à tout ça, je pense qu'effectivement, il y a des choses à potentiellement switcher dans le 5 par rapport à Josh Richardson. On a des Dennis Schroeder, hein, l'arrivée de Dennis Schroeder qui, on le sait, est un arrière plutôt scoreur, alors moins porté sur le playmaking, mais qui peut du coup potentiellement servir pour créer un backcourt complémentaire avec Marcus Smart, hein, qui pourrait être décalé en 2 ou rester en 1 et Dennis Schroeder en 2. Je trouve que les deux peuvent potentiellement en fait s'intervertir au poste de 1 et 2 et former un backcourt peut-être plus complémentaire et moins unidimensionnel, comme tu le disais Vincent, que le backcourt Marcus Smart Richardson. Comme le dit Titouan, il y a aussi Nesmith et Pritchard qui a aussi un petit peu ce côté pétard un peu offensif, qui a montré vraiment, qui a fait quelques cartons la saison passée, qui a pu profiter du contexte pour se montrer un petit peu et qui a du potentiel. Alors qu'on va revenir sur le chat pour profiter justement des messages de Titouan. Alors, pardon. Concernant Al Horford, je pense qu'on sous-estime son arrivée. On parle de son âge et de son niveau aux Sixers, mais il ne faut pas oublier qu'OKC a été plus ou moins forcé de mettre Horford au repos pour perdre des matchs. C'est vrai. Et ce repos forcé a donc pu permettre à Horford de se reposer, ce qui n'est pas négligeable pour un pivot de 35 piges. C'est vrai qu'il sort pas d'une saison où il a été totalement cramé dans l'usage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, il y a une question que vous posez, et je pense que c'est de toute façon vers là qu'on orientait la preview, et de toute façon vers là que les Celtics vont regarder, c'est vraiment l'orientation que prend ce roster en termes de développement. Et c'est toi, Vincent, qui pose la question dans le chat. Est-ce que c'est de toute façon pas la responsabilisation de Tatum et des Jay Brothers de manière globale au playmaking qui va être nécessaire pour cette équipe? Et Titouan qui nous dit que c'est pour ça, oui, c'est pour ça que lui, à son avis, il pense qu'il n'y a pas besoin d'un meneur gestionnaire, car à terme, le playmaking sera géré par les Jays Brothers, donc entendez Jason Tatum et Jaylen Brown, bien évidemment. Peut-être, Greg, par rapport au plafond de ces Jays Brothers, tu m'as dit en off avant de préparer cette preview que peut-être tu pouvais parler
de leur plafond, justement. Est-ce que tu imagines justement l'évolution vers ce playmaking? Est-ce qu'on peut ne pas être un petit peu sceptique vis-à-vis de cette évolution-là, au vu du nombre d'ISO de la saison passée? Tu en parlais un petit peu des critiques qui ont été faites notamment à Jason Tatum. Qu'est-ce que tu penses du plafond justement de ces deux joueurs? Ouais, alors bien sûr, moi j'ai quelques petites stats qui vont déboucher sur des questions auxquelles vous pourrez répondre dans la foulée. En termes de plafond, faut pas oublier que c'est encore très jeune comme paire. Ils ont encore le temps de progresser. Et en ça aussi, je pense, j'en reviens vite fait sur Orford, une petite seconde, où on a une énorme vision biaisée par sa saison passée. Horford, faut pas oublier ce qu'il a été capable de faire pour Boston quand il était sous le maillot vert. Ce que je rappelais à Vincent hier notamment, que c'était un des seuls, si ce n'est le seul réel Embiid stopper de la ligue, et que c'est pas en 2 ans qu'il va avoir perdu ça. Alors ce sera peut-être moins fort, mais ce sera toujours très fort. Et dans ce rôle de mentor un petit peu plein d'expérience, où il pourra former lui-même Robert Williams 3, pour le mentionner assez rapidement, ce sera parfait. Et je pense que c'est pareil pour cette paire des Jay Brothers, où il y a un mentor sur lequel tu peux t'appuyer, où on sait que la solidité dans la raquette a longtemps fait défaut ces dernières années à Boston, notamment entre Tice, Thompson, etc., où c'était pas non plus folichon. Enfin bref, pour du coup en revenir à cette paire-là, moi j'ai donc un premier point du coup par rapport à Tatum. Donc, c'était l'année passée 26 points, 7,4 rebonds et 6,3 passes. Il est capable de faire gagner son équipe. On l'a vu dans cette unique victoire contre les Nets où il fait une prestation absolument all-time avec ses 50 points, 9 rebonds et 7 passes. On se posait la question hier avec Vincent. Clément, tu vas pouvoir rebondir dessus. Est-ce que Tatum, aujourd'hui, c'est pas un des 5 meilleurs joueurs de l'Est? Première question. Ensuite, on a parlé du coup de son usage rate, 98e percentile, donc chez les forwards, donc c'est un de ceux qui utilisent le plus le ballon, mais il est à peine top 50 dans le ratio passe décisive usage rate. Donc ça, c'est pas un point qui est pas améliorable. On sait que on lui reproche beaucoup ça, mais comme chez Dallas et comme chez Portland, bah, il y a un peu ce côté cache-misère, un peu ce côté si je marque pas, qui va marquer? Parce qu'il faut rappeler que Brown a raté énormément de matchs aussi cette saison. Donc du coup, on en arrive à Brown, euh, qui lui a enregistré 25 points, 6 rebonds et 3,4 passes l'année dernière. Donc on est quand même sur un lieutenant luxe plus plus. Et du coup, on en parlait encore hier donc avec Vincent. Et donc, deuxième question, après celle sur Tatum, est-ce que cette fois, au niveau de la ligue, c'est pas une des 5 meilleures paires en termes de niveau à l'heure actuelle et de potentiel aussi euh, en termes de niveau de jeu, que ce soit offensif et défensif, parce que c'est sérieux des deux côtés du terrain, quoi. Oui, c'est des questions intéressantes et je trouve que elles sont à propos et ouais, je pourrais. Alors, j'ai pas réfléchi intensément, extensivement plutôt, mais je pourrais être d'accord avec ça sans trop de problème, que ce soit Tatum top 5 à l'Est et puis le duo top 5 en eux-mêmes, je suis assez d'accord. Après, je pense que dans l'absolu, oui, parce qu'ils peuvent en fait chacun créer pour eux-mêmes et être très efficace au scoring à un très haut volume. Donc bien évidemment que dans l'absolu, ils sont très bons. Maintenant, je pense que ça t'évite pas en fait certaines failles en fait collectives. C'est-à-dire que le niveau absolu individuel, certes, on peut le positionner voilà, dans les meilleurs de la ligue et dans le top 5 individuel peut-être pour Tatum, au moins à l'Est, parce qu'après c'est plus compliqué peut-être de le placer dans le top 5 de la ligue. Mais je pense que voilà, ça n'esquive pas en fait des problèmes d'équipe, des problèmes de collectif à un moment et des failles collectives. Et je pense que Tom le résumait parfaitement avec une remarque dans le chat que je vais citer.
Tatum et Brown n'ont pas besoin de meneurs, mais tous les autres joueurs de l'équipe en dehors de Schroeder et Pritchard en ont besoin. Pour moi, c'est vraiment l'aspect en fait à quel point en fait tu as une limitation en termes de un plafond offensif quand tu ne comptes que en fait sur des joueurs qui vont faire de la création individuelle. Et même quand on le voit, même pour certains joueurs qui sont très élocentrés, on parlait de Doncic tout à l'heure, on voit même qu'il peut y avoir un plafond dans le sens où s'ils se blessent, si ils sont dans un jour sans, s'ils sont trop fatigués ou autre, on peut avoir un plafond en playoff. On voit Luka Doncic qui se mange toute une série, Kawhi, Paul George. Nico Batum et dès le premier tour, si en plus tu te tapes derrière un LeBron, si tu te tapes voilà, d'autres défenseurs individuels, etc., arriver en finale, tu es sur les genoux en fait. Et je pense que tu as un vrai plafond quand tu te reposes uniquement sur la création individuelle d'un ou deux joueurs, en plus du risque que ça te fait prendre en termes de blessures. Et je pense que en plus de ça, Luka Doncic est un joueur héliocentré qui est un playmaker immense, un playmaker de génie. Donc, si tu n'as pas ça, tu as un plafond en fait offensif collectif qui est vraiment très délimité à mon sens. Donc après, mais de toute façon, je pense que le débat n'est pas de savoir s'ils vont réussir à porter les Celtics à la force de leur seul scoring. Je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il y a un développement à avoir en termes de playmaking au niveau collectif. Alors, est-ce que ça passe par le trade ou l'arrivée, peu importe de quelle manière, d'un meneur plus playmaker, ou est-ce que ça passe par le développement de Tatum et de Brown sur du playmaking vers leurs joueurs, vers l'extérieur. Ça, c'est une question. Personnellement, j'ai tendance à dire, on en parlait un tout petit peu sur l'épisode du DH20 de Dunk Hebdo que je vous invite à aller regarder. D'ailleurs, tous les épisodes du DH20, je vous invite à aller regarder. Je trouve ça difficile, et vous me répondrez dans le chat si vous avez la même opinion que moi, de passer de joueur non playmaker à playmaker élite. J'ai l'impression que l'évolution en termes de playmaking pour des joueurs qui n'en sont pas à l'origine est assez limitée, c'est-à-dire que au mieux, quelqu'un qui n'était pas playmaker à l'origine ou dans son jeu, etc., je pense pourra développer des capacités de playmaker pour être une seconde option à la création, ou une troisième option à la création. Et je pense que ça, c'est tout à fait viable. Pour que ça devienne une vraie première option, je trouve que c'est... J'ai pas en tête, en fait, vraiment de joueur qui a pu faire cette évolution et puis aller aussi loin en partant d'aussi bas, en fait, de non-créateur à créateur premier qui vraiment lit parfaitement toutes les situations de pick and roll notamment, qui réussit justement à décaler parfaitement, à manipuler les défenses avec les passes. Après, est-ce que c'est souhaitable pour les Celtics ? Je suis pas sûr. Imaginons que effectivement et Jason Tatum et Jaylen Brown réussissent à devenir des secondes options à la création potable, correcte, et que Marcus Smart reste en santé, parce que c'est aussi le problème de Marcus Smart, hein, je suis d'accord avec toi, Titouan, de voir que certainement il a enfin je suis d'accord, je ne le sais pas, mais certainement, j'ai confiance en ce que tu dis, certainement il s'est amélioré dans la création offensive, assez pour être une option 2, une option 3 correcte, mais j'aimerais bien qu'il puisse faire une saison complète. Marcus Smart, c'est un petit peu le problème. Et Tom nous dit Lavine est l'exemple le plus proche. Je suis assez d'accord. Et Lavine, pour moi, on a vu à quel point il était limité en termes de première option offensive. DeRozan, je trouve, c'est un peu la même chose. Mais par contre, et je suis très content que tu prennes l'exemple des Bulls, je pense qu'avoir 3 joueurs qui sont 3 bons joueurs de seconde option à la création, bah ça suffit peut-être en fait. Si tu as un bon coaching staff derrière pour justement les faire jouer en synergie ensemble, je pense que tu peux du coup obtenir une offense qui soit intéressante collectivement, qui puisse amener en fait le ballon à des joueurs qui ne peuvent pas créer pour eux-mêmes et profiter en fait de tout le monde et potentiellement avoir une offense positive. Donc après voilà, je pense que c'est un petit peu l'orientation possible et on va voir avec Ime Udoka qui est
potentiellement plus dans l'aspect défensif des choses, nous disait Titouan tout à l'heure, mais aussi peut-être l'aspect émulation collective, que ça peut être voilà, un point d'accès intéressant pour ces Sixers qui, en plus, ne perdront pas pour autant les qualités de scoreur unique en ISO de Tatum et de Brown dans les situations qui nécessiteront de les employer, mais qui permettront de les faire souffler le reste du temps. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'avais une idée fixe à déployer, un petit peu un argumentaire à dérouler. Je ne sais pas après ce que vous en pensez, Vincent et Greg, à ce niveau-là. Et si dans le chat aussi également, vous pouvez me dire si je me plante complètement ou si vous êtes en désaccord total, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça, pour débattre un petit peu. On a encore quelques minutes avant de rendre l'antenne. Qu'est-ce que vous en pensez les gars, vous, à ce niveau-là? Écoute, j'avoue que j'ai du mal à me faire une idée. C'est pour ça que je posais la question dans le chat. Je sais pas si... Parce que je suis persuadé que Tatum et Brown sont suffisamment forts pour que la création de l'équipe roule et que l'équipe se maintienne un petit peu dans cette conférence Est. Je sais pas où vous les voyez, hein, encore une fois. Et peut-être même que dans la conférence Est, derrière les Bucks et les Nets qui paraissent intouchables, j'ai l'impression que c'est assez ouvert. Mais je sais pas, ma question, et c'est la question que je posais dans le chat, c'est oui, ils sont suffisamment forts pour que ça tourne très bien, je pense, mais est-ce que c'est la meilleure des solutions? Est-ce que c'est vraiment par ce biais-là que l'équipe développera le jeu pour remporter le plus de matchs? Et j'avoue que je sais pas. Donc, je pense qu'ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Donc, bah, tant qu'à faire, et s'ils y sont forcés, c'est pas les pires options de la ligue, effectivement. Mais je ne sais pas si c'est une question ouverte. Je ne sais pas si c'est la solution la plus adéquate pour que Boston bah, puisse de nouveau espérer, par exemple, de finale de conférence, comme Théo en parlait dans la preview. Bah, ce qui est intéressant, je me permets du coup d'intervenir avant toi, Greg, pour faire remonter ce que dit Titouan. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit qui est intéressant. Il nous dit, après, faut garder l'objectif en vue. Cette saison, les Celtics ne sont clairement pas un contender. Les Jays, Smart et Rob, qui ont tous les deux été prolongés, rappelons-le, et tu fais très bien de le rappeler, sont sous contrat pour encore 3 ans. Je ne pense pas que l'objectif soit la finale NBA dès cette saison. C'est vrai qu'on est passé un petit peu dans une timeline plus prospective au moyen terme. Et Titouan parle de Rob, qui est Robert Williams, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un jeune pivot qui montre beaucoup de potentiel. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Titouan, de se dire que cette capacité potentielle de playmaking des Jays Brothers s'entend sur le moyen terme au moins. Et alors que Tom, voilà, on parle de la capacité d'ISO de Tatum justement qui élève le plafond potentiel d'une équipe pareille en playoff. Greg, du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Ouais, bah du coup oui, par rapport aux objectifs, c'est vrai qu'il y a il y a un flou qui est assez conséquent. Et je me demande pas si au fond ça profite pour moi finalement ça profite aux Celtics plus que ça ne les dessert, puisque t'as moins cette nécessité de résultat, parce que tu t'attends pas non plus. Enfin, je pense pas que l'un de nous les mette top 4 de la conférence Est. Et pourtant, c'est pour moi une position qu'ils ont excessivement besoin s'ils veulent passer un premier tour, c'est d'avoir cet avantage du terrain au moins au premier tour. Et en fait, ils sont dans une position où ils, pour moi, vont arriver en playoff. Je l'espère en ayant développé du Pritchard et du Robert Williams pour dynamiter un peu la seconde unit, où pour moi ils ont une équipe tout à fait cohérente pour jouer des playoffs en termes de rotation si on s'encadre à 8 ou 9 joueurs. Et ils seront dans cette position où ils sont pas du tout contenders, et c'est là où ils peuvent être le plus dangereux, parce que bah, ça reste quand même une équipe qui a déjà connu quelques runs de playoffs assez mémorables. Donc il y a plus ce Brad Stevens pardon, basketball où on sentait qu'il pouvait tordre n'importe quel coach pour emmener les Celtics en finale de conf. Mais je pense que s'ils arrivent à se mettre en playoff sur le spot 5-6,
On sait jamais ce qui peut se passer. Ils peuvent être très chiants parce qu'ils n'auront pas cette pression du résultat impératif. Parce que pour moi, leur projet, là, à l'heure actuelle, il est pas reparti de zéro, mais il a pris un peu de recul par rapport aux 2, 3 dernières années où on avait les signatures de Kyrie, Kemba, etc. Et là, ils sont dans une phase de construction pour être cohérents sur allez, disons les 2 prochaines saisons à venir. Et ils peuvent être dangereux dans cette mesure-là. Je veux dire, je ne serais pas scandalisé que Boston se retrouve, par exemple, allez, admettons que le Heat finisse quatrième et que Boston finisse 5. Je ne serais pas scandalisé au moment venu que Boston soit une petite surprise et fasse un mini upset pour ne serait-ce que aller grappiller des matchs inattendus. Je pense que c'est là où ils sont le plus dangereux, c'est quand on les attend pas en fait. Et là, ils peuvent se permettre de travailler sur justement leur collectif, trouver un équilibre, euh, aller voir, essayer des effectifs small ball, essayer des effectifs avec de la taille, etc. Ils ont le temps de préparer ça, ils ont pas de pression plus que ça sur cette année. Donc c'est là où ils peuvent être dangereux pour moi et faut pas les sous-estimer à mon avis. J'en attends pas non plus des miracles, mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent être tout à fait sérieux. Il y a en tout cas un consensus qui semble à peu près se dessiner pour un tiers en termes de position dans cette conférence Est dans le chat, puisque Titouan nous dit « Je pense qu'ils sont dans le même bateau que les Hawks, les Knicks et le Heat. Ces 4 équipes vont se battre pour le 4e spot derrière Nets, Bucks et Philly. » Je suis assez d'accord par rapport à ça. Je crois que dans mon tableau des pronos, j'ai dû mettre quelque chose comme ça. J'ai dû les mettre 4 ou 5, il me semble. Et puis, Alors, tu vas-y, les as dis-nous, Vincent. cinquième. 5e, voilà. Voilà, Je ne spoilerai pas ta surprise de la conférence Est. Oui, oui. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ne dire rien sur la surprise. Il faut garder un petit peu de piment. Mais il me semble que toi, Vincent, tu as tendance à penser de même par rapport à ce pronostic-là. Ouais, moi je les vois dans le même bateau que Miami et Atlanta dans la conférence Est. Je les mets un cran en dessous que Brooklyn, Milwaukee et c'est peut-être un pari, mais que Philly aussi pour l'instant, surtout si ce brave Benjamin décide de rejouer au basketball. Mais je les vois un cran au-dessus la saison prochaine que les Knicks, les Bulls, les Pacers, les Raptors ou encore les Hornets. Enfin, je ne sais pas quelles peuvent être les surprises. Est-ce que je peux me permettre, juste avant qu'on termine, de poser une question à Titou, hein, parce que je la garde depuis 1 heure et demie, elle me Vas-y, brûle alors les lèvres. il faut, alors vas-y, bien sûr. Sans toi, légitime, bien Il évidemment. disait pour rigoler quand on parlait de Portland, pour un ami du Massachusetts, est-ce que Damian Lillard pourrait venir à Boston? Moi, j'aimerais savoir ce qu'il serait prêt à mettre dans la balance et à envoyer à Portland pour faire venir Lillard. Est-ce qu'on se sépare d'un des deux, Jay? Une très bonne question, et le temps qu'on entende, enfin qu'on lise plutôt la réponse de Titouan, mais que je lirai bien évidemment parce que c'est intéressant. Je vais ajouter quand même la remarque de Titouan qui est intéressante encore une fois. Un delta potentiel, lui voit un delta, enfin une variance très grande potentiellement, en tout cas dans les résultats de son équipe, puisqu'il nous dit le delta est assez immense car beaucoup d'inconnus, de nombreuses arrivées, un nouveau joueur. Alors je pense qu'il voulait dire un nouveau coach. Pour moi, Boston peut aussi bien finir 4e comme ils peuvent finir 7e. Tout dépend de si ça prend avec Udoka ou pas. C'est effectivement les problématiques hein, quand on accueille des coachs dont c'est la première saison d'autant plus. Et effectivement, il faut mettre ça dans la balance, ne pas oublier ces choses-là. Alors qu'on salue Hugo hein, de Basket Catéchisme qui nous rejoint comme tous les midis et qui est prêt à se battre. Miami se battent pour finir derrière Philly, nous dit-il de manière outrée. Je vous laisse vous battre dans les commentaires, c'est un débat qui ne m'atteint pas. Alors que Titouan nous répond à ta question du coup Vincent par rapport à Damian Lillard, ce qu'il serait prêt à mettre dans la balance pour obtenir le meneur de l'Oregon. J'ai eu un long débat là-dessus sur Twitter. Et je ne me suis pas fait que des potes côté Celtics, ça annonce la couleur. Pour moi, si on peut avoir Lillard sans toucher aux Jays, je signe les yeux fermés. Oui, mais alors d'accord, bon bah, qui ne ferait pas ça Sinon, on doit envoyer un Brown en échange de Lillard. J'y réfléchis, mais je pense que je le fais. Oui, je pense que ce sera le minimum accepté du côté de Portland. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils auront certainement de la concurrence si jamais le meneur
se libérer, aussi alléchant que cela peut être, de gagner avec les 2 Jays. Si tu as l'opportunité de récupérer un top 10 NBA, un top 5 meneur NBA, tu le fais. Et il y en aura d'autres qui Mais ça, auront... ouais. Excuse-moi, je voulais pas te Vas-y, couper la vas-y, parole. non, non, vas-y. Je suis très content de lire ce message qui commence par aussi alléchant que ça puisse être, parce que je trouve que, mais c'est naturel, on a tendance dans les fanbases à protéger nos jeunes joueurs et à se dire, typiquement, non, je n'enverrai pas Tyler Hero pour ramener James Harden. Alors qu'au bout d'un moment, en prenant un petit peu de recul, si tu veux faire venir Damian Lillard aux Celtics, oui, moi je lâche Jaylen Brown et je l'emmène en trottinette électrique jusqu'à Portland, quoi. Pardon, j'étais muté. Une très bonne analogie et je suis très content que tu aies placé le Tyler Hero contre James Harden parce que ça va un petit peu calmer les ardeurs d'Hugo dans le chat qui est déjà pas prêt à partir en guerre alors que nous, on est surtout prêt à partir manger, déjeuner et arrêter ce stream à ce moment-là. Voilà, on a pas mal parlé des Celtics. Merci à Titouan pour... tous les fans de Miami étaient prêts à payer même le Uber à Hero pour récupérer Harden. Et ben pas tous les fans, hein, a priori. Et malheureusement, on a beaucoup entendu la minorité dans ce cas-là. Alors que Titouan nous dit 100% d'accord avec Vincent. Ça fait rêver tout le monde de gagner avec les joueurs que tu as draftés. Mais ça arrive une fois tous les 50 ans. On va s'arrêter sur cette conclusion. Il est 14h, on va rendre l'antenne. On a bien discuté, merci beaucoup à Titouan pour ta participation très active dans le chat, ça nous aura permis d'avoir vraiment un avis d'un fan et ça c'est inestimable je trouve, une expertise supplémentaire et qui donne vraiment je trouve un supplément de qualité à nos previews si je puis me permettre. Merci beaucoup à tous les autres qui auront participé dans le chat, à Hugo qui est arrivé un petit peu tard mais malgré tout à Tom, bien évidemment, à Smile qui est parti tout à l'heure, à tous ceux que j'oublierai, parce que j'en oublie chaque midi, évidemment, à Beauchaud tout à l'heure. Merci à vous tous. Nous, on va s'arrêter là, et puis je vous dis merci à vous deux, messieurs, de m'avoir accompagné. Et merci pour pour votre expertise. Hier, j'étais un petit peu seul. Là, c'était bien d'avoir du monde en plus, d'être à 3. Merci à vous. N'hésitez pas, en tout cas, à nous suivre sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook, même si je ne cite jamais, mais malgré tout. Demain, les previews, le Heat, les Lakers, les Nuggets, ça promet du spectacle. Et on continue enfin les previews la semaine prochaine, lundi et mardi. Et Vincent, vas-y, je te laisse le message de fin. Oui, merci à moi, tous. C'était Greg. Ouais, pardon, excuse-moi Vincent. Je disais oui, et pour ceux qui sont encore là et qui nous écoutent encore, ne surtout pas manquer le rendez-vous de demain, puisqu'on aura encore, après moi aujourd'hui, un intervenant insolite. Et je pense que notamment avec Jérémy par rapport à Denver et avec Jordan par rapport aux Lakers, il y aura des discussions qui risquent d'être houleuses. Donc si vous voulez passer du bon temps, je pense entre midi et 2, n'hésitez pas à passer. Et cette fois, excuse-moi mon cher Vincent, je te libère la parole. Et ça tombe bien parce que j'avais pas vraiment de mot de la fin, donc je vous Non, souhaite oui, une non, parce agréable que j'ai cru journée. que c'était toi qui avait pris la parole, mais c'était Greg. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Parfait teasing de Greg, et nous on vous dit salut à tous et à demain. Ciao.